Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. 20h36, pile poil, impeccable, ça y est, c'est l'heure. 20h33 ouais. 36 aussi, hein, il me semble. Je suis sur l'horloge atomique. Bah, très bien. Ok, bon. Donc bonsoir à tous. Nous allons pouvoir passer par l'approbation du compte-rendu de la séance précédente. On va peut-être donner les pouvoirs avant. Avec Hélène Pégou qui donne pouvoir à Benjamin Gastaldello, Sevgi Pinarbazi qui donne pouvoir à Besma Caron et Sandrine Sipu qui est excusée. Noël Leca qui donne pouvoir. Excusé ? Très bien. Allez. Allez, on va pouvoir passer à l'approbation du compte-rendu de la séance précédente, s'il vous plaît. Qui s'oppose au compte-rendu que vous avez tous dû recevoir? Qui s'abstient? Une abstention, deux abstentions. Je vous remercie. Angélique Argaud, enfin Chabar, pardon, excusez-moi. Et Agnès. On va pouvoir commencer avec le gros morceau de la soirée, qui est le débat d'orientation budgétaire. Et je vais laisser la parole à Philippe Thiebaud, le premier adjoint en charge des finances. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Comme le propose l'ordre du jour du présent Conseil municipal, nous allons débattre des orientations budgétaires qui seront retenues pour établir et construire le budget 2023 de la commune des Abrets-en-Dauphiné. Il convient de rappeler l'obligation légale de tenir ce débat d'orientation budgétaire. Ce débat est une étape préalable au vote du budget qui est prévu pour le mois de mars. Le vote qui vous sera proposé ne sera donc pas, le but n'est pas d'entériner des données chiffrées. Il va simplement constater que le débat a bien eu lieu sur les choix retenus qui viendront enrichir la rédaction du budget 2023. Mais avant d'engager ce débat et d'analyser les documents qui vous ont été donnés, je voudrais vous rappeler les conditions d'exécution du budget 2022. Autant dire que rien ne s'est passé comme prévu. Après 2 années marquées par la Covid, nous espérions un exercice où nous pourrions mettre en place sereinement nos engagements tels qu'ils avaient été définis en début d'année. Mais la situation internationale compliquée et inquiétante du fait du conflit ukrainien a généré des dérèglements économiques avec une inflation brutale et incontrôlable. Un collectif budgétaire voté par notre conseil municipal en novembre 2022 a entériné déjà des décisions pour faire face à l'évolution défavorable de nos charges de personnel et de nos dépenses de fonctionnement. Je dis défavorable en termes de chiffres, bien évidemment. Les mesures qui ont été prises en matière de salaire étaient tout à fait nécessaires. Le financement de ces dépenses supplémentaires ont été financés par notre trésorerie et par une ligne de dépenses imprévues de 200 000 € qui a été de ce fait consommée. Et heureusement qu'elles étaient là. L'exercice 2022 a par ailleurs été marqué par un retard dans le déroulement de nos programmes d'investissement. Les causes en sont multiples. D'abord l'inflation, le manque de stock et les difficultés d'approvisionnement pour les entreprises, des problèmes de main-d'œuvre, etc. Nous espérons que la situation se redresse en 2023 et nous pensons pouvoir bientôt réceptionner le bâtiment de la Comtessière et l'école Tazieff, qui avaient pris du retard en 2022. Ces retards génèrent 1,1 million de restes à réaliser qui seront financés en 2023 par l'affectation des résultats de 2022 à hauteur de 714 000 € et des subventions accordées non débloquées à ce jour. Je voudrais à ce stade rappeler en quelques mots les objectifs politiques de l'équipe municipale. D'abord, je vais vous en donner les principales, bien évidemment. D'abord, développer au maximum les services à la personne. Par exemple, la création d'un poste de médecin communal dans le cadre de la création du centre communal de santé. Service de la cantine servant une cuisine de qualité
création d'un poste d'aide à la personne dans le cadre de France Service, des initiatives intergénérationnelles menées par le CCAS et les commissions scolaires. Il s'agit des principales, que j'ai retenues, des principales missions qu'on s'était accordées cette année. Bien évidemment, elles ne sont pas exclusives. Enfin, une politique d'investissement ambitieuse afin de préparer l'avenir de notre commune en respectant notre volonté, reprise dans notre sigle, adoptée en début de mandat, à savoir faire des Avray-en-Dauphiné une ville vivante et durable. Aujourd'hui, il convient de réfléchir sur les choix budgétaires à retenir pour 2023. La conjoncture et les incertitudes actuelles nous obligent à une grande modestie. En particulier, notre inquiétude principale pour les finances de la commune sur le coût des énergies. Sur la base des informations reçues très récemment, et avant et après de savants calculs, nous devrions voir évoluer notre facture énergétique. Il faut s'attendre à voir passer la facture énergie de 232 000 € à 446 000 environ. Après l'aide de l'État dite amortisseur de 60 KE. C'est-à-dire que si nous n'avions pas cette aide de l'État, la facture énergie serait de 60 000 supplémentaires, 60 000 kilo-euros supplémentaires par rapport à 446, soit 500 000 €. Des mesures immédiates ont été prises dès décembre, comme les modifications des horaires d'éclairage nocturne, l'application de la règle des 19 degrés dans les bâtiments communaux, la fermeture des boulodromes pendant les périodes de grand froid, l'arrêt de tous les chauffe-eau dans les bâtiments, décision certes discutable mais nécessaire, sachant que la facture était très importante. Une réflexion sur ce dossier énergétique est nécessaire. Dans les semaines à venir, elle portera en particulier sur les bâtiments énergivores et éventuellement sur les pratiques actuelles peu économiques en termes d'énergie. Avant de passer à l'analyse du rapport qui est joint et dont vous avez pris connaissance, je ferai une petite conclusion. Je rappelle à tous que le principe de la comptabilité des collectivités locales et par conséquent des communes, dont les Avray-en-Dauphiné, est l'équilibre budgétaire et que toute dépense nouvelle doit être financée sur ses propres ressources, contrairement à l'État central qui a le privilège de présenter un budget en déficit. Voilà, donc ça c'était ma petite introduction personnelle. Maintenant, nous allons examiner le rapport qui a été établi, donc la première page. Tu peux me mettre. La présentation. Elle était affichée tout à l'heure, là. Donc, le débat d'orientation budgétaire, la présentation qui est faite dans le rapport, je vais le lire, tout simplement. Non, l'introduction. J'ai perdu le... C'est pas grave. Voilà. Le rapport d'orientation budgétaire est joint en annexe. Il présente la synthèse des opérations budgétaires réalisées sur l'année 2022 par rapport aux prévisions budgétaires et fait ressortir le résultat de l'année à reprendre, qui sera repris en 2023 avec un excédent de fonctionnement de 1 463 000 et un excédent d'investissement de 385 000. C'est des données qui nous servent pour calculer le budget de l'année prochaine. La conjoncture nationale se ressent aussi localement dans les délais d'approvisionnement, les prix des fournitures ainsi que sur la main-d'œuvre. Ainsi, les gros chantiers de 2022 n'ont pas avancé au rythme escompté et de gros restes à réaliser apparaissent en fin d'année pour 1,1 million, ce dont je vous ai parlé. Il faudra les financer en 2023, notamment à partir des excédents de 2022. Le présent rapport présente également un état de la dette et des remboursements. Il apparaît nettement que l'emprunt
réalisé en 2022, je rappelle d'1 million d'euros, a un impact sur 2023, mais que celui-ci est atténué par l'expiration de plusieurs contrats. Ainsi, la charge de la dette passe de 444 000 euros à 474 000 en 2023 pour redescendre à 421 000 en 2024. Alors, au terme du mandat, qui est notre objectif, au terme du mandat, elle ne représentera plus que 385 000 contre 448 000 en 2020, d'où donc un désendettement. La masse salariale est décryptée. Alors, dans les détails des explications, je ne vais pas y revenir là tout de suite. Par contre, ça avait fait l'objet d'une prise de décision lors de la décision modificative au mois de novembre, où un grand échange avait eu lieu sur l'évolution de la masse salariale. Ensuite, le paragraphe suivant, c'est l'impact de la crise énergétique est visible aux Abreuants Dauphiné sur les postes carburant et combustibles qui ont plus que doublé par rapport aux prévisions. L'électricité et le gaz, alors quand on parle carburant et combustible, c'est le gasoil. C'est ce qui alimente les camions de la mairie, qui ont plus que doublé par rapport aux prévisions. L'électricité et le gaz, par contre, n'ont pas évolué puisque les contrats arrivaient à terme fin 2020. Je vous ai parlé de l'augmentation. Alors ça a été avant qu'on ait connaissance de l'augmentation. Bon, on avait bénéficié en début de décembre d'une douceur de l'hiver. Je vais dire que depuis quelques jours, quelques semaines, c'est plus le cas. Donc on est en consommation pleine. Alors une approche assez détaillée du budget pour 2023 est de 5,9 millions, laisse apparaître un excédent net de fonctionnement de 1,150 million qui permet de financer les projets 2023. L'investissement s'élève donc à 6 500 000 de 324 000 de remboursement d'emprunts auxquels il convient d'ajouter 1,1 million de reste à réaliser, soit un investissement total de 6 715 000 qu'il convient de financer. Le financement des projets d'investissement se décompose comme ci: 2 888 000 de subventions, le fonds de remboursement de la TVA et l'attribution des dotations données par l'Interco, les Vals du Dauphiné. On espère 705 000 euros d'amortissement. Alors l'amortissement, bien évidemment, c'est dans la mesure où tout est comptabilisé, les travaux sont bien réalisés. Les 450 000 euros, la dotation qu'on va prendre sur le budget de fonctionnement en matière et qu'on va verser sur le budget d'investissement. Il y a les 714 000 euros d'affectation du résultat de l'exercice de l'année dernière, puisqu'on n'a pas tout dépensé dans la mesure où on était obligé de faire des reports d'investissement et des reports de paiement. Et 970 000 de prévisions de vente de biens appartenant à la commune. On reviendra ultérieurement. Ce qui fait une recette prévisionnelle de 6 114 000. Alors, par rapport au montant des investissements, vous vous apercevez des recettes, plus exactement, de 5,9 millions. Nous avons un déficit qui va être au budget d'1,5 million. Nous préconiserons éventuellement, si toutes les orientations sont retenues, on proposera donc au Conseil municipal, dans son budget définitif, le recours à l'emprunt dans une limite maximum d'1,5 million. Je rappellerai que notre capacité d'investissement diminue, donc on fera de la substitution. Je ne sais pas si vous avez des questions au niveau de cette discussion. Bien, eh bien, je continue. Alors là, on va prendre les documents suivants. C'est le rapport d'orientation budgétaire 2023, donc par grande masse. Bien évidemment, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque ligne, ça fera l'objet d'une consultation auprès de la Commission des finances avant le vote du budget, et puis le budget lui-même au mois de mars, qui entérinera les décisions qui seront prises.
Donc le rapport d'orientation budgétaire, d'une part, on va parler du fonctionnement. Ensuite, on parlera du programme d'investissement. Bon, je ne vais pas tout vous lire ça parce que je pense que vous avez déjà pris connaissance. Donc, pour les dépenses de fonctionnement, par grande masse, vous avez les charges à caractère général, ce qu'on dirait c'est les frais généraux pour faire fonctionner la mairie. Donc vous avez les principaux postes qui ont bougé, donc les combustibles, la part alimentation a également augmenté, alors du fait de la reprise en interne des repas pour toutes les écoles. Aujourd'hui, toutes les écoles abrésiennes sont fournies par la centrale, par la cantine communale. Pardon ? La cuisine centrale. La cuisine centrale, excusez-moi. Cuisine centrale, ça fait un peu prison. C'est pour ça que je dis communale. Mais c'est vrai qu'il faut dire les choses. Bon, il y a les petits équipements qui ont augmenté, les fournitures de voirie, les vêtements de travail. Ces 3 postes en augmentation sensible. Mais il faut dire que la mairie a une volonté, c'est de reprendre des chantiers en interne et ne plus recourir à la sous-traitance. C'est évident que ça nécessite de la part de la mairie, effectivement, quelques dépenses de fonctionnement pour équiper nos agents communaux. Le poste fêtes et cérémonies est en augmentation. C'est vrai que l'année 2021 n'est pas une référence fiable parce que l'enveloppe n'a pas été utilisée parce qu'il y a eu moins de manifestations en 2021. Bon, poste important, c'est l'organisation des conseils municipaux, la rediffusion vidéo qui pèse à hauteur de 15 000 € et éventuellement également l'inflation sur tous les coûts. On peut noter, alors le poste énergie, j'en ai parlé, donc de 213 000 à 219 000. Bon, il n'y a pas une hausse spectaculaire grâce aux contrats signés par le passé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, j'en ai parlé tout à l'heure. Les charges du personnel, alors elles augmentent d'une manière sensible, donc en l'exercice 2022. Alors, je ne sais pas si je vais reprendre l'intégralité des chiffres, ils vous avaient été communiqués il y a 2 mois. On s'aperçoit quand même que la masse salariale augmente, même si les effectifs par eux-mêmes n'augmentent pas d'une manière absurde. On passe en 2020 de 49 ETP à 55 ETP, ce qui n'est pas en soi important, puisque il y a le service médical c'est 2 personnes à temps complet. Il y a 2 accueils, l'accueil de la mairie, une secrétaire qui a été embauchée pour faire à l'accueil, et puis la personne qui a été embauchée dans le cadre de France Service. Chiffre que j'ai trouvé significatif, c'est le chapitre charges de personnel qui représente 39%, presque 40% des dépenses de fonctionnement. En 2022, c'est légèrement plus que 2021 et ça représente que 42% des dépenses de fonctionnement. Je tiens à rappeler, si comparaison vaut pas raison, mais les communes de notre strate se situent plutôt aux alentours de 55%. C'est-à-dire que dans les recettes de fonctionnement de la mairie, plus de la moitié vont pour la rémunération du personnel des mairies. C'est une bonne situation et effectivement, ça nous permet de dégager des marges. Donc, il faut dire que l'année je vous laisse prendre connaissance des 2 paragraphes, des 2 points suivants, pour vous dire que normalement, on devrait réussir à maintenir ce trend de dépenses en 2023. On a budgété, si c'est voté par le conseil municipal, une ligne de 2,4 millions pour l'année prochaine, au lieu de 2 230 000 réalisés en 2020.
Bon, ça s'explique également à l'intérieur de ce chiffre. Les variations qu'il peut y avoir des points d'indice de la fonction publique. Il faut rappeler que cette année, tous nos fonctionnaires ont été augmentés. Donc, compte tenu du rythme de l'inflation, on peut s'attendre également à, cette année, une nouvelle augmentation de nos fonctionnaires. Les autres charges de gestion, bon, ben ça, ce sont les indemnités des élus, le poste du SDIS, donc les pompiers, les CCAS et les subventions des associations. C'est quelque chose sur lequel on ne va pas, il ne devrait pas y avoir de grands changements. Ensuite, les charges financières amorcent une remontée en 2023 avec la charge de l'emprunt souscrit en 2022. Le poste amortissement est en augmentation. Cette ligne vient abonder le poste recette pour le financement de vos investissements. Donc les amortissements, c'est ce qu'on récupère. C'est une écriture qui vient exprimer les récupérations qu'on peut faire grâce au système des amortissements. Enfin, je pense que tout le monde le connaît. C'est-à-dire quand on investit, on a droit à des amortissements qui sont une ressource pour le budget de fonctionnement. Si vous avez quelques questions à me poser ou un débat à engager sur les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, c'est le moment ou jamais. Bon, je passe donc aux recettes. Alors, les recettes, vous avez le tableau, donc l'atténuation des charges. Bon, ça, c'est un poste à la limite qui est un petit peu... ça correspond au remboursement par les assurances des frais liés à l'absence du personnel pour raison de maladie. Quand les agents sont malades, eh bien, une partie, à peu près 80% de cette somme, nous est restituée grâce aux assurances. Alors, l'année dernière, on a réalisé 86 000 par rapport à 2021, 93 000. Alors, cette année, nous sommes optimistes, nous espérons qu'il y ait moins d'absences de longue durée. Donc, nous pensons tenir 40 000. Le produit des services, c'est les repas. Donc, dans la mesure où il y a une augmentation, il y a eu une forte augmentation en 2022 qui correspond au fait qu'on a repris l'intégralité de la fabrication des repas de midi et des repas à domicile. Donc, le chiffre devrait être à peu près sensiblement égal. Ensuite, on a les impôts et taxes, donc, qui représentent une grosse partie de nos recettes, bien évidemment. Donc, on a peut-être un peu sous-estimé. On avait réalisé 270 000 € en 2022. En 2023, nous prévoyons 2 500 000, pardon, excusez-moi, problème de lecture, 2 500 000 € de recettes. Alors, elles sont meilleures qu'en 2021, en particulier la taxe additionnelle sur les droits de mutation, donc qui montre la vivacité du marché immobilier aux Abrets. Donc, cette augmentation est de 80 000 € par rapport à 2021. Cette année, on est prudent quand même, parce que je ne dis pas qu'il y a un retournement de marché, mais le marché devient de plus en plus compliqué quand même. D'une part par les prix, ça c'est une chose qui ne baisse pas pour l'instant, et deuxièmement par la difficulté qu'ont certains demandeurs auprès de leur banque. C'est ça? Ah bon. Alors l'excédent de fonctionnement est validé à 1 800 000, mais il est prévu de reporter, donc de financer 1 100 000 de reste à réaliser. C'est le retard qu'on a dans le
notre programme d'investissement. Alors, cette estimation est basée sur un maintien de la fiscalité de la part du conseil municipal. Donc, l'année dernière, non, en 2021, on avait rappelé les leviers qui nous restaient à disposition pour faire varier la recette communale. Varier les recettes communales, il y a deux solutions. C'est soit on augmente la fiscalité, et vous savez qu'à ce jour, on a la possibilité que sur l'impôt foncier. Donc nous avons choisi de ne pas augmenter pour l'instant pendant le mandat, enfin, sauf décision contraire, mais pour l'instant, il n'est pas dans notre intention d'augmenter les impôts fonciers, surtout cette année. Donc, ça, c'était la première. La deuxième chose, c'est une gestion très pointue des dépenses de fonctionnement. Donc, vous vous êtes aperçu que c'est quelque chose de très difficile parce que les conditions économiques font que des choses, des décisions ou des obligations, eh bien, on est obligé de les assumer. On n'a pas le choix de dire, eh bien, on ne fonctionne pas, on n'augmente pas les salaires ou on n'applique pas telle ou telle chose. Et la troisième chose, la troisième ligne pour financer nos investissements, c'est le recours à l'emprunt. Alors je rappelle que le recours à l'emprunt, c'est une chose, mais il faut le rembourser, il faut en tenir compte. On ne peut pas emprunter pour rembourser la dette. Donc c'est pour ça que nous avons une vision très volontariste, c'est-à-dire on emprunte, mais dans la mesure où notre encours ne va pas percer des plafonds, aller atteindre des plafonds qui sont ingérables pour la commune. Voilà, pour les recettes de fonctionnement, voilà les choix que nous avons retenus. Le suivi des réalisations 2022 et la prudence avec laquelle les orientations en matière de recettes, recettes de fonctionnement, nous souhaitons nous orienter. Je ne sais pas si vous avez quelques questions sur les recettes de fonctionnement, tout au moins sur les grandes masses. Eh bien, je continue. Sur les investissements. Donc, il y a un long passage sur l'état des emprunts. Je vous en laisse prendre connaissance. Donc, vous vous apercevez qu'en fin de mandat, nous serons, par rapport à l'endettement actuel, en 2026, nous serons à 4 225 000 de capital restant dû. C'est inférieur à 2022. Donc, c'est-à-dire que les tombées, c'est ce que je vous dis, les tombées d'emprunt sont au moins égales à l'emprunt d'1 million qu'on va faire, qu'on a fait l'année dernière. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas, est-ce que vous, dans la discussion, le fait d'un recours à l'emprunt est quelque chose qui vous choque ou correspond bien aux orientations souhaitées pour la commune, sachant que le taux d'endettement n'est pas alarmant, bien au contraire. Donc, eh bien, donc, on va aborder maintenant les recettes d'investissement. Donc ça, 2022, OK. Bon, il n'y a pas de commentaire particulier. Alors pour 2023, nous sommes dans le... Alors les recettes 2022 non encaissées, donc reportées pour le budget 2023 pour 1 million, auxquelles viennent s'ajouter les nouvelles subventions pour les projets 2023 pour 1,2 million. Donc les recettes 2023, si tout le programme d'investissement se fait, nous aurons 1,2 million de subventions supplémentaires
donc des subventions qui sont demandées mais qui ne sont encore pas accordées, dont nous n'avons pas la notification officielle. Il y a une grosse subvention de la CAF pour financer la crèche et l'espace périscolaire. Donc, et elles seront débloquées qu'à l'avancée des travaux, bien évidemment. Le fonds de récupération de TVA a été maintenu à 170 000 €. Il devrait être supérieur si les chantiers avancent normalement. C'est-à-dire qu'on récupère la TVA que si on paye. C'est bien clair. On a l'intention d'abonder le budget 2023 par la vente de terrains ou de bâtiments. Alors, le conseil municipal a déjà donné son aval pour la vente du bâtiment rue du Macle à Fitilieu pour 200 000 €. Comment? Le terrain, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Bâtiment. Il n'est encore pas construit. Puis ce n'est pas nous qui allons le construire. Donc pour 200 000 €. On attend que l'acquéreur se manifeste pour signer l'acte. Il est envisagé de vendre le terrain du Guillet pour 220 000 €. Le terrain du Guillet, c'est la pointe qui n'est pas construite, qui fait l'angle de la rue Pablo Picasso et de la rue Stendhal. La maison de l'Abbati qui est en face de l'église, rue de l'Armistice, pour une estimation à hauteur de 300 000 €. On souhaiterait éventuellement vendre l'ancien CTM des Abrais, qui est chemin d'Outan. Et la maison acquise qu'on va de la maison Richer. Alors c'était la maison qu'on avait achetée éventuellement dans le cadre du plan de regroupement des écoles par l'ancienne municipalité. Bon, nous avons fait un autre choix. Aujourd'hui, ce bâtiment ne semble plus d'une utilité majeure pour la commune, qui, compte tenu du changement, il n'y a plus besoin d'agrandir la cantine pour l'instant. Donc, les subventions qui étaient liées à la transformation de ce bâtiment en cantine scolaire, on n'y a plus droit. Donc, aujourd'hui, ce bâtiment, pour l'instant, ne sert à rien, entre guillemets. Donc, on va essayer éventuellement de le vendre. Voilà, donc c'est l'orientation qu'il y a en matière de cession d'immobilier. OK. Ensuite, les investissements de 2023 seront également financés par une part de l'excédent du fonctionnement pour 450 000 €. C'est vraiment l'effort qu'on demande au compte d'exploitation, donc aux recettes, enfin à l'exercice du budget de fonctionnement de 450 000 €. C'est ce qu'on souhaite minimum affecter aux investissements. Bon, il y a les écritures internes, bien sûr. Alors, les projets de dépenses. Donc, les dépenses, il y a déjà les reports qu'on va financer. Alors, les travaux sanitaires de la MJC, la Comtessière, les financements de Tazief, les vitraux de l'église de Fitilieu, je crois que c'est fini, non? Encore, ça ne devrait pas tarder. L'enfouissement du réseau de la rue Victor Hugo, donc les gros travaux qui sont en cours, une facture du parc Bissau et la participation EPORA, éventuellement dans le cadre du bâtiment Pierreton. Donc normalement, EPORA devrait nous appeler. Ça fait 1 an qu'ils doivent nous appeler. Peut-être ils vont nous oublier. Donc, mais il faut que le jour où il y aura un appel de fonds, il faudra les payer. Pour les investissements 2023, pardon. Il y a une petite coquille là. Hein. Ah ben, principaux travaux. Donc, les achats de foncier, ah ben, il y a un tableau qui a disparu là. Non, voilà, ça y est là. Proposé, donc c'était 6 millions, donc il y a 850 000 € d'achat de foncier.
les travaux de voirie pour 1,4 million, les travaux dans différents bâtiments 3,3 millions, du matériel informatique, du matériel et de l'informatique, le développement durable pour 380 000 euros et les emprunts à rembourser 324 000. Ce sont les grandes masses qui vous seront détaillées pour le budget lui-même. Alors, les principaux programmes qui sont en cours en 2023, ça sera la crèche, donc qui rentre dans les travaux de bâtiment, pour 1,2 million. Bon, il semble que le chiffre sera un peu plus élevé. Donc, la fin de Tazief et de la Contessière. Alors, l'ombrière, vous savez que nous avons opté, il y a eu une décision au conseil municipal qui a été prise, d'installer une ombrière sur la salle, à côté de la salle Vercors, au-dessus du parking. Alors, la première ligne qu'on va mettre, c'est 300 000 euros cette année. Bon, budget global serait d'1,2 million, sur lequel il y a pas mal de subventions. On va essayer de réaliser l'aménagement de la brasserie dans le rez-de-chaussée commercial à Fitilieu pour 250 000 euros. Puis les autres, c'est des petits investissements. Alors l'équilibre, ce que je dis bien, l'équilibre du budget investissement entre les recettes et les dépenses, donc laisse apparaître un décalage d'environ 1,5 million que on souhaite, qu'on proposera, si tous les choix sont retenus, qu'on financera par recours à l'emprunt. Voilà, j'en ai fini de cet exposé, certes un peu fastidieux parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Et si je lis tout, on y est encore à 11 heures et c'est peut-être pas forcément ce qui passionnerait le plus. Par contre, ce qui peut passionner, c'est le débat qu'on va avoir maintenant sur ces orientations, sur les questions que vous avez, sur éventuellement de dire tel choix, je ne suis pas bien d'accord pour telle ou telle raison, ou pourquoi vous n'avez pas privilégié telle ou telle décision ou orientation. Je vous laisse la parole et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, en préambule, merci Philippe voilà, de cette analyse assez fine. En préambule rapidement, des questions diverses qui vont pouvoir être posées pour ce rapport d'orientation budgétaire. Donc il y a plusieurs principes qui ont été retenus pour les élus et qui sont en fil conducteur finalement le long de ces années de mandat. Il y avait déjà la volonté qui n'était de ne pas augmenter la fiscalité pour les habitants, en sachant que la commune perd une fiscalité importante, même si aujourd'hui elle est compensée à l'euro près, qui est celle de la TH, taxe d'habitation, pardon, qui sera compensée à l'euro près cette année, mais qui dans les années à venir, avec une augmentation de la population, va devenir quand même une équation à résoudre. Donc voilà, toujours pareil, on a malheureusement aujourd'hui un levier fiscal qui est difficile à activer parce que finalement, on a un nombre de foyers assez réduit qui paient aussi l'impôt sur nos territoires. Et puis ce serait encore une fois l'habitant qui aujourd'hui est terriblement impacté par les différentes crises qui se suivent et à remettre la main à la poche. Et il ne semble pas que ce soit, en tout cas pour cette année, une opération réalisable et correcte. Maintenant, vu l'impact que les crises qui se succèdent ont sur la finance, excusez-moi, des collectivités publiques, je ne connais pas une seule commune, un seul maire ou président d'intercommunalité ou autre qui ne se pose pas la question de la rehausse de la fiscalité. Il faudrait vraiment être soit très très riche, soit complètement fou pour ne pas y penser, vu le nombre de charges, comme à la maison pour les couples et autres personnes, vu le nombre de charges qui arrivent et qui nous incombent toujours plus fortes, toujours plus importantes, avec malheureusement moins de ressources. Par contre, là où on peut retrouver que le travail finalement a plutôt eu un sens ces dernières années et dans la filiation des projets qui vous sont proposés, c'est l'insistance qu'a la commune des Abrais à réhabiliter ses biens et à valoriser son patrimoine bâti, dans le sens où justement pour pouvoir lutter de la meilleure des façons contre l'impact financier qu'a la crise énergétique, et finalement la meilleure façon c'est d'avoir des bâtiments qui aujourd'hui sont réhabilités, aujourd'hui de bonne qualité. Et l'État dans le même temps lance le plan vert et différentes actions, mais notamment le plan vert,
pour aller dans ce sens-là, de la réhabilitation des biens et des bâtiments. Donc là, grosse importance à nous et de responsabilité des élus, et bien finalement de faire la part du feu, comme disent certains, c'est-à-dire de venir réhabiliter les bâtiments qui sont nécessaires à ce que la commune puisse tourner. Je parle des écoles, des gymnases, des centres sportifs, dans l'ensemble des équipements qu'on a qui servent tous les jours. Et puis les équipements qu'on a en foncier, mais qui finalement n'ont pas d'utilité, je pense à l'ancien CTM d'Outan, la maison Richier qu'on appelle dans la rue Jules Ferry, qui n'ont finalement pas d'intérêt aujourd'hui pour la commune, peut-être potentiellement un intérêt à l'avenir, mais sous 10 ans ou 15 ans, et qui aujourd'hui pourraient très bien être remis sur le marché pour retrouver des nouveaux habitants et justement trouver une réhabilitation future. Eh bien, c'est ça aussi, faire la part des choses et remettre ces biens sur le marché pour pouvoir dégager une manne financière et pérenniser notre patrimoine foncier bâti. C'est là où vous voyez où on insiste énormément. Finalement, la crèche qui est une opportunité, une belle opportunité pour la commune et qui d'ailleurs, en face de ce 1 200 000 €, certes ce sera un peu plus, trouve du financement lié aux autres entités, CAF, département ou État, c'est le seul bâtiment qu'on va sortir de terre dans ces années à venir, tout de suite maintenant, qui ne sera pas réhabilité, mais qui sera une nouvelle construction, parce que l'accent a été mis quand même sur la réhabilitation des biens et sur l'investissement pour ne pas être précarisé énergétiquement. Donc c'était ça le petit mot que je voulais dire. Et puis ensuite, pour le budget de fonctionnement, il n'y a pas de, comme le faisait voir Philippe, rien d'alarmant. Aujourd'hui, il y a des coûts qui ont augmenté, il y a des charges de personnel qui ont augmenté. Alors, il y a eu des postes nouveaux créés, ça, on a pu échanger longuement dessus. Et puis, il y a aussi le point d'indice des fonctionnaires qui a augmenté et qui pèse, évidemment, dans les finances de la commune. Mais je crois quand même que c'était important qu'aujourd'hui, les fonctionnaires qui n'avaient pas été augmentés depuis longtemps puissent également avoir une réévaluation de leur salaire. Et de fait, ça vient quelque peu gréver un peu les charges communales, mais c'est pour le bien de tous, ça j'en suis persuadé. Et puis le reste du budget de fonctionnement va plutôt bien, un excédent qui est toujours assez intéressant et assez important, qui était un peu la marque de fabrique de la commune des Abrans-Dauphiné, qui est reporté à l'investissement, donc en N+1. Un équilibre plutôt sain et bon sur le budget de fonctionnement, en dessous de la strate des communes de même strate que nous, excusez-moi, en dessous de la moyenne des communes de la même strate que nous. Donc pas de soucis par rapport à cela, tout va bien. Financer le budget, dernier point, après j'aurai terminé, financer le budget d'investissement par un emprunt, ça semble un peu évident. À un moment, on va réaliser des énormes chantiers sur des routes, des travaux pour les écoles, et ça, c'est pas des travaux qui sont faits pour durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est des travaux qui sont à échéance de 30 ans, qui sont faits en tout cas pour durer sur les 30 prochaines années. À partir de là, qui aujourd'hui, en faisant sa maison, ne passerait pas par l'emprunt pour la payer. Évidemment, comme tout le monde, c'est important de pouvoir jouer avec ce levier et donc d'emprunter le moment venu, et c'est le moment venu aujourd'hui, pour pouvoir avancer sur le budget d'investissement de façon sereine pour pérenniser la capacité financière de la commune des Abrans-Dauphiné. Voilà. Des questions ? Je voudrais rajouter une petite chose que je n'ai pas dit. Pour les charges de personnel, on a tenu compte, c'est dans le texte, on a tenu compte dans charge du personnel le médecin, sachant qu'en face il y a des recettes. Dans les créations d'entreprises, de postes, en particulier la personne qui était embauchée dans le cadre de France Service, entre guillemets, nous avons des subventions. Donc effectivement, ça vient amortir, je crois que c'était évoqué, voilà, les charges de personnel évolueront fortement. Il faudra toutefois, voilà, cette phrase est importante, lorsqu'on embauche quelqu'un, on essaye au maximum de le faire entrer dans une catégorie qui peut être subventionnée, et c'est le cas.
Donc, il y a toute une analyse qui est faite. Donc, mais je crois qu'il est important de le rappeler. J'avais oublié de le rappeler. Voilà. Si vous avez... Et puis quoi qu'il... Qu'est-ce donc? Fin de la séance, on passe au vote. Quoi qu'il en soit, sur ces deux augmentations de coûts de personnel, en effet, il y a des coûts, il y a des recettes en face, mais aujourd'hui, nous avons priorisé ces deux fonctions que sont celles du médecin, qui étaient hyper importantes. Donc même si ça coûte de l'argent, moi ça ne me pose aucun problème à le présenter. Et au même titre pour l'assistant numérique et l'assistant aux démarches administratives, qui tous les jours vient accompagner un nombre d'habitants. Et on a vu d'ailleurs une augmentation sur les 4 derniers mois de l'année du nombre de personnes pour venir faire leurs démarches. Je vous rappelle aussi, toujours dans le même esprit de ce service à la personne, que les cartes d'identité ont attaqué la semaine dernière, ont fini leur première semaine la semaine dernière, excusez-moi, et donc les services de cartes d'identité et de passeport ont attaqué à la mairie de Fitilieu et fonctionnent plutôt bien, toujours dans la volonté d'aller plus loin pour le service à la personne. Allez, on passe au vote. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette présentation et ce rapport et ce débat? Alors, je vais vous demander, si oui, de lever les mains, sinon de ne pas lever, on va faire dans l'autre sens. Non, mais vous m'avez répondu. Je vous ai dit qu'on a la possibilité de faire toutes nos réflexions au mois de mars. C'est ça. Là, on est sur le débat d'orientation budgétaire. Donc, on est censé donc débattre sur ces orientations et sur l'existant. C'est ça que Philippe Thiebaud nous a présenté. Au mois de mars, il y aura la présentation du budget plus fine pour l'année 2023, une présentation plus fine, excusez-moi, pour l'année 2023 sur les affectations exactes, de ligne par ligne. Et en effet, où là, chacun pourra encore une fois dire les choses. Mais si vous souhaitiez les évoquer aujourd'hui, c'était avec plaisir que l'on pouvait le faire également. Je rappelle qu'il y aura quand même... pardon. Au préalable, je rappelle qu'il y aura une commission des finances qui sera organisée avant le débat budgétaire. Alors, le début... Ok. Alors, qui est OK avec le fait qu'il y ait eu un débat d'orientation budgétaire ce soir? C'est sur cela qu'on délibère, c'est sur le fait qu'il y a eu un débat. Donc on est d'accord qu'il y a eu une présentation et un débat. Qui est d'accord avec ça? Bon, normalement, je pense qu'on doit tous lever la main vu qu'il y a eu débat. OK. Présentation et débat. Il y a un débat si vous le souhaitez. Si vous voulez en parler, argumenter, vous pouvez avoir un débat. C'est un débat d'orientation budgétaire, c'est pas un POB. Je pense pas que ça existe. Un POB. OK, donc on est d'accord. Je vous remercie. Délibération suivante. Délibération 2023-A02, attribution des lots du marché de construction de la crèche et de l'espace périscolaire. Je laisse la parole à mon ami Didier Buisson. On appuie sur le micro et c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour la construction de la crèche, hop là. Pour la consultation pour le marché de la crèche, 25 8 lots, il comportait 8 lots, 25 coffres ont été remises. Nous avons ouvert les plis sur la fin de l'année. L'architecte a rendu sa copie la semaine dernière. Donc, il y a quand même quelques surprises. Il y a certains lots que nous ne validerons pas ce soir, parce que beaucoup plus cher que l'estimation. Pour certains, ils n'ont pas... Enfin, par exemple, il y a un lot où il n'y a que 2 entreprises qui ont répondu et qui n'ont pas répondu sur la totalité de l'offre. Donc, je pense qu'on reprendra contact avec l'architecte pour relancer une procédure ou faire trouver une solution. Donc, le lot 1, c'est terrassement, gros œuvre. Hop là, oui, voilà.
Le lot 1, VRD et aménagement extérieur. Une estimation de 102 307,40 €. 6 entreprises ont répondu. 6 entreprises ont répondu. La moins disante, c'est Carré TP, pour un montant hors taxe de 78 668,45 €. Alors, c'est des montants hors taxe. Là, c'est marqué montant TTC, mais toute le... L'entreprise, l'architecte a fait un beau travail. Il a bien pris tous les lots, il les a bien détaillés, il a noté poste par poste. Et l'entreprise Carré a eu une note de 90 sur 100. Donc, et puis Carré TP, nous les connaissons, ils travaillent sur la commune. Ils font un travail, ils font un travail correct. Donc, nous avons décidé de retenir l'entreprise Carré TP pour une somme de 78 668,45 € hors taxe. Le lot 2, c'est Gros œuvres carrelage faïence, une estimation de 416 924 € hors taxe. 2 entreprises ont répondu. Elles ont répondu toutes les deux au-dessus de l'offre. Donc, nous allons renégocier le lot Gros œuvres carrelage faïence, histoire de recadrer au plus près avec l'estimation. Le lot 3, charpente, couverture, bardage, une estimation de 212 710 €. Une seule entreprise a répondu, l'entreprise Hugonard, pour une somme de 174 814,43 €. Le lot 3, charpente, voilà. Alors, une entreprise a répondu. Pas bien le choix. Je n'ai pas vu que c'était à l'écran. Donc maintenant, le lot 4, menuiserie extérieure, serrurerie, une estimation de 105 700 €. 4 entreprises ont répondu. La moins disante, c'est Ribaud. Alors Ribaud, il travaille déjà pour nous sur la Comtessière, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure. Nous allons voir après, ils vont travailler pour nous aussi sur MJC. Nous avons décidé de retenir la société Ribaud pour 99 283,46 €. L'architecte avait préféré Ferralux. Nous travaillons avec les entreprises du coin. Alors, le petit écart de prix, c'est à revoir avec Ribaud. Il y a simplement le petit problème, c'est qu'il a les volets roulants, il les aurait chiffrés en blanc. Alors, est-ce que c'est une erreur quand il a relevé son descriptif? Ça sera à voir avec lui, mais nous le retenons pour 99 000. Comme j'ai dit, j'ai perdu ma feuille. 99 283,46 €. Et il a une note de 70 sur 100. Le lot 5. Lot 5, aménagement intérieur, estimation 270 420 €. Là, 2 entreprises ont répondu. C'est là justement que nous allons renégocier ces offres. Enfin, je pense qu'il faut voir avec l'architecte. Ces 2 entreprises n'ont pas répondu sur la totalité de l'offre. Pour la SARL, la Bellemontoise, ils ont même oublié certains postes. Et puis la poste, il y a une cloison extensible. Les 2 entreprises ne les ont pas chiffrés. Donc, c'est quand même c'est des postes qui coûtent relativement cher. Alors, dans ce lot, je pense qu'il est... L'architecte aurait dû faire plusieurs lots, dissocier la menuiserie intérieure du lot plâtrerie, parce que je pense qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas répondu parce qu'il y avait aussi la menuiserie intérieure dedans et parce qu'il y avait aussi cette cloison extensible. Donc c'est pour ça que nous avons 2 offres qui sont bien assez faites, 30 000 € pour une et bien élevé pour l'autre, quoi. Donc là, nous allons 130 000 € pour l'autre. Donc là, nous allons renégocier, enfin, je pense, ou voir avec l'architecte pour renégocier ce poste-là. Le lot 6, peinture sol souple. Peinture sol souple, une estimation de 70 015 €. 3 entreprises ont répondu. La SRL S3P pour 54 99,60, la Bellemontoise pour 92 447 et Faille Christian pour 54 386.
Nous allons, alors c'est vrai que la moins disante c'est la SNS3P, simplement que eux, enfin, le délai imposé par l'architecte, ils ne peuvent pas le tenir. Eux, ils demandent 13 semaines, pour faire les travaux. Donc nous allons retenir Faye Christian. Faye Christian, on le connaît un peu, il a travaillé, c'est lui qui a fait les peintures de la maternelle de la Bâtie de Visin, la dernière tranche de travaux. C'est une entreprise qui a fait un joli travail, qui est assez sérieuse. Donc nous retiendrons Faye Christian. Et il a une note de 80 sur 100. Par contre, ces deux entreprises, S3P et Faye Christian, ils prennent le même sous-traitant pour les sols souples. Maintenant, le lot 7, électricité. Le lot 7, électricité, une estimation de 116 705 €. 4 entreprises ont répondu. Nous allons, pareil, ce lot-là, nous allons renégocier. En fait, il est un peu associé avec le lot plomberie-ventilation, à savoir que sur la construction de la crèche, nous avons décidé de mettre des panneaux solaires. Et il y a un peu de l'électricité, il y a un peu dans le lot électricité, un peu dans le lot plomberie, ventilation, chauffage. Donc nous avons décidé de mettre ce lot, on va dire, en attente, pour avoir certains éclaircissements sur les offres, sur ce qui a été demandé aux entreprises, parce que certaines entreprises n'ont pas été en mesure de répondre correctement, parce qu'il y a certains détails qui étaient un peu, on va dire, mal... Ils avaient du mal à interpréter certains détails. Donc là, nous avons décidé de remettre ça, de renégocier là-dessus. Et le dernier lot 8 plomberie, ventilation, chauffage. Voilà. Une estimation de 193 970,70 €. 3 entreprises ont répondu. 3 entreprises qui ont répondu au-dessus du lot, au-dessus de l'estimation, je veux dire. La SARL Refrère pour 363 693, GT Agencement 285. Alors GT Agencement, il travaille pour nous à la Contessière, et les gilets 350 000 €. À savoir qu'il y a, après étude du dossier, il y a un oubli qui a été fait par l'architecte. Donc un oubli de 92 000 €, ce qui n'est pas rien. Donc là, nous allons, pareil, renégocier, de tout du moins voir avec l'architecte ce qu'on peut faire là-dessus. À savoir quand même que, comme disait Philippe Thiebaud, aujourd'hui les communes ne peuvent plus se permettre d'avoir des dépassements astronomiques sur certains chantiers, les gros chantiers. Si on n'est pas assez vigilant là-dessus, on arrive vite à 100 000 € de plus-value. C'est ce qui aurait pu nous arriver sur le chantier de la Contessière, mais comme on est assez vigilant, j'ai demandé à l'architecte que ceux qui ont fait des erreurs dans l'établissement on va dire pour les calculs des prix, prennent leurs responsabilités. Donc voilà pour le chantier de la crèche. Donc la crèche, sur 8 lots, 4 sont retenus et 4 que nous allons renégocier. Très bien. Alors, proposition, donc on vous propose ce soir de retenir, vu l'augmentation des coûts, il y aura une phase qui me semble importante, et comme l'a dit Didier, de renégociation avec les entreprises sur les lots où on dépasse de façon importante, et puis également celles où il y a des gros écarts de prix et où il nous manque sans doute des précisions. Donc je vous propose ce soir de retenir les lots de terrassement, les lots de toiture, les lots de peinture intérieure bien évidemment, et le lot de menuiserie extérieure. Lot terrassement VRD, pardon, ouais, donc le lot 1, le lot 3, le lot 4 et le lot 6. Voilà, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au chantier en tant que tel et à l'ensemble de cette remise d'offres? Bon, évidemment, ça vient quand même pour mettre en avant le fait qu'il y a des augmentations importantes dans l'ensemble du domaine du bâtiment, et notamment dans l'acquisition des matériaux. Il y a quand même une fluctuation sur
sur certains postes qui est également très importante, où il nous faudra apporter sans doute des précisions, et donc entamer une période de renégociation que nous permet le marché. Mais cependant, je vous propose donc de retenir le lot 1, le lot 3, le lot 4 et le lot 6. Pas de questions? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci à vous. Délibération suivante, attribution des lots du marché de rénovation des travaux des locaux de la MJC. Et on repasse la parole à Didier Buisson. Rénovation des sanitaires de la MJC. Donc l'opération consiste à recréer des vrais sanitaires à la MJC, pour ceux qui connaissent un peu la MJC, qui sont allés faire un tour dans le coin sanitaire. Enfin bon, avec création d'un sas d'entrée. Donc là, on a fait un petit appel d'offres qui a été, on s'en est vu pour que les entreprises puissent répondre, parce que le lot maçonnerie, le maçon a répondu, l'ouverture des plis était le lundi matin, le maçon a répondu le dimanche soir. Donc le lot 1 maçonnerie, une estimation de 32 040 €. Florent Prost maçonnerie, c'est pour ceux, pour vous donner une idée, c'est celui qui s'est réinstallé à la place de Bruno Pinjon, qui est parti à la retraite. C'est un de ses anciens ouvriers. Il a répondu pour une somme de 4 920 € TTC, à savoir qu'il a répondu que c'est la moitié de l'offre. Tout ce qui est démolition, tout ça, il n'y a pas pris en compte. Apparemment, il n'a pas l'intention de le faire. Donc, tout ce qui est démolition des sanitaires existants, je veux dire, seront pris en charge par les employés communaux, tout comme l'installation du sanitaire provisoire, la durée des travaux. Tout ça, bon, l'installation, le déplacement du bungalow sanitaire de l'école Tabarly, je veux dire, non, Tazief, la MJC sera pris en charge par la municipalité. Et la mise en place se fera par les employés communaux. Donc le lot démolition, la démolition sera faite en interne. Donc lot 1, maçonnerie, Florent Prost, 4 920 € TTC. Le lot 2, électricité, qu'une entreprise a répondu, c'est Caron. 9 336,60 € pour une estimation de 16 200 €. Le lot 3, plomberie chauffage, une estimation de 11 640 €, deux entreprises. Mario, c'est Martinato de Fitilleux, pour ceux qui connaissent, et l'entreprise Gilet. Alors là, Martinato a répondu pour 87 220 €. 8 000, excusez-moi. Je parlais encore en francs, excusez-moi. En ancien franc. En ancien franc. 8 720,54 €. Gilet pour 32 982,61 €. Donc nous allons, je pense qu'ils ont répondu, je pense pour nous faire plaisir, et ça correspondait, ou alors je ne sais pas. Donc nous allons retenir Mario Martinato. Lot 4, menuiserie extérieure, une estimation de 9 000 €. La société Ribot a répondu pour 10 373,73 €. Donc c'est les seuls qui ont répondu. Alors, Ribot, nous les avons sur la comptessière. Lot 5, plâtrerie peinture, une estimation de 23 400 €. La société DIC pour 21 232,12 €. Alors, la société DIC, nous les avons sur la comptessière et sur l'école Tazief. Lot 6, menuiserie intérieure, 25 200 €. La société Ribot a répondu pour 27 035,97 €. Lot 7, carrelage faïence, une estimation de 11 400 €. Les petits carreaux ont répondu pour 10 944,61 €, sauf ils n'ont pas chiffré les tapis de sol. Et la société Isersol, que nous avons aussi sur la comptessière, qui a répondu pour 10 991,80 €. Donc je suggère de retenir la société Isersol sur ce lot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le lot 8, CERI, une estimation de 7 008. Deux entreprises ont répondu, deux entreprises qui ont répondu en dessus de l'estimation. La Guinness Serrurerie, 8 820 € TTC, et la Serrurerie du Lac pour 9 931,20 €. Donc je propose de retenir Guinness Serrurerie.
Le lot 9, nous l'abandonnons. Une estimation de 3 000 €, c'était en fait un petit local dans la cour pour stocker tout ce qui est vélo, jeux de cours. Une seule entreprise a répondu, c'est MCD, pour 9 077,23 €. Je pense que là, on va faire l'impasse sur ce lot. On trouvera une solution moins onéreuse pour mettre tous les jeux de cours. Très bien, donc il vous est proposé de retenir lot 1 maçonnerie, lot 2 électricité, lot 3 plomberie, chauffage, lot 4 menuiserie extérieure, lot 5 poterie peinture, lot 6 menuiserie intérieure, 7 carrelage faïence et lot 8 serrurerie. Pour le lot 1, Florent Prost maçonnerie. Pour le lot 2, Frédéric Caron. Pour le lot 3, Lionel Martinato. Pour le lot 4, c'était Ribaud. Lot 5, Société DIC, menuiserie intérieure en lot 6, Société Ribaud. Lot numéro 7, carrelage faïence, la société Isersol. Le lot de la serrurerie, lot numéro 8, avec Guinet Serrurerie. Des questions? Eh bien, c'est parfait. Oui? Oui, bah, tu dois t'abstenir. Hein. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Une abstention. Et je vous remercie. Validation d'un avenant au marché de travaux de rénovation de l'immeuble de la Contessière. Didier. Validation d'un avenant au marché de travaux de la Contessière. Alors, à savoir que travaux de la Contessière, menuiserie intérieure, c'était la SARL Grand Menuisier qui a été retenue pour le lot 7, menuiserie intérieure. Cette entreprise a cessé son activité, nous l'a fait savoir au mois de novembre, courant novembre, je pense, de mémoire, qui cessait son activité. Donc, nous avons repris celui qui venait juste derrière. Enfin, ils étaient que deux à avoir répondu. C'est la société Ribaud. La société Ribaud, donc il faut valider le choix de la société Ribaud. À savoir que Ribaud, ils étaient un peu plus chers que Grand Menuisier, ils étaient à 45 477,35 €. Nous avons, au dernier conseil, nous avons validé un avenant, à savoir que la société Grand Menuisier nous avait dit qu'ils avaient retenu toutes les portes intérieures. C'était tout retenu chez leur fournisseur, qu'il n'y avait pas de souci, sauf que ça s'est avéré que non, ils n'avaient rien retenu. Donc, qui dit rien retenu, dit porte intérieure, 2 mois de délai pour les avoir, donc arrêt du chantier total. Donc, nous avons opté pour la solution des portes intérieures en pause fin de chantier, c'est-à-dire que le menuisier a donné toutes ses cotes au plaquiste, il fait ses cloisons et lui, il vient en dernier, il emboîte ses portes dedans. L'avantage, c'est que ces portes arrivent, elles sont finies, peintes et tout. Il y avait une petite plus-value là-dessus, mais on va dire qu'on n'avait pas trop le choix. Donc, le nouveau marché se monte à 50 570 €, donc ce qui fait un total de 50 131 € pour le lot 7. Voilà. Donc la demande. Non, oui. Oui, 54 000, ouais, 50 000, voilà. 50 570. 50 000, à savoir, oui, je m'excuse, Grand Menuisier avait déjà posé 4 portes palières. Donc, ce qui fait que, voilà, j'ai oublié de préciser, le Grand Menuisier avait déjà posé 4 portes palières. Il y a de la conscience, hein. Très bien. Alors, il vous est donc proposé de signer l'avenant pour la bonne exécution du marché de travaux avec la société Ribaud. Des questions? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien dans la construction ce soir. Délibération 2023 A05, attribution du marché d'assurance de la collectivité. Philippe, c'est toi? Non, ou moi, comme tu veux, n'importe, toi. Allez. Alors, le marché des assurances de la collectivité en cours ont été conclus en 2017 et comportaient différents domaines et des clauses particulières spécifiques à la commune des Abrans-Dauphiné.
Un bureau d'études spécialisé dans les consultations d'assurance a été missionné pour l'optimisation des contrats et la préparation du cahier des charges. Une consultation a été organisée, donc, et on a eu la remise des offres le 2 décembre à 12 h. La consultation est terminée, l'analyse des offres a été effectuée. Vous devez avoir les différents documents. Et ça vous avait été aussi présenté, si vous vous rappelez, le dernier conseil municipal, où on avait choisi de ne pas attribuer en attendant hein, l'audit du cabinet qui venait nous donner les bonnes lignes. Les bonnes lignes. Donc le marché se décompose en 4 lots. Les dommages aux biens, la responsabilité civile, l'assurance des véhicules et le cyberrisque. Le cyberrisque étant quelque chose de nouveau. Le contrat de protection juridique a été supprimé puisqu'intégré d'office dans la garantie responsabilité civile et le contrat cyberrisque a été ajouté pour tenir compte des nouveaux risques liés au piratage informatique. De plus en plus d'administrations sont affectées par ce risque. Il est proposé que chacun des lots puisse être attribué pour 1 an, reconductible 3 fois. Le détail de l'analyse des offres non reçues lors de la séance précédente est joint en annexe. Alors, petit détail technique, il faut préciser que les contrats avaient été résiliés avec effet 31 décembre 2022 et qu'il était nécessaire de les signer avant fin d'année 2022, ce qui a été fait. Monsieur le maire a donc suivi les recommandations du bureau d'études et signé les marchés avec lot numéro 1, dommages aux biens, c'est Alliance Secara pour 22 556 € TTC. Le lot numéro 2, responsabilité civile, c'est Groupama qui l'a emporté, avec lequel on a contracté, pour 3 552,70 € TTC. Le lot 3, flotte automobile, c'est la société Glise Pillot pour 10 884,09 TTC. Et le nouveau risque, donc la société Generali Cybercover pour 3 075,76. Donc vous avez les justificatifs, enfin le rapport d'analyse des offres. Donc là, tu présentes le vote? Bah oui, on peut pas. Excusez-moi. Des questions par rapport à cette délibération qui vous avait été présentée dans un premier temps. Donc en effet, hein, il a fallu, pour le bien de l'exercice de la collectivité, signer avant le 31 décembre. Les questions qu'on se posait à l'époque étaient notamment sur les coûts. Il y avait des coûts assez, des différences de coûts assez importantes. Et finalement, le cabinet d'analyse est venu nous assurer de la bonne réponse de tout le monde, ce qui fait qu'on est resté quand même dans des offres qui étaient pour le coup les moins disantes. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Contrat groupe assurance du personnel. Je fais, tu fais? Bon, je peux. Oui, vas-y. Donc il nous faut, pour le Conseil, donc, a missionné le centre de gestion de l'Isère, hein, qui travaille pour nous afin de lancer la procédure de marché public en vue de souscrire pour son compte auprès d'une entreprise d'assurance agréée une ou des conventions d'assurance contre les risques statuaires de son personnel, donc les arrêts de maladie, les accidents du travail, longue maladie, maladie de longue durée, etc. Cette démarche a été entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. La commission d'analyse des offres du centre de gestion 38 a décidé en date du 13 décembre 2022 d'attribuer au groupement Sofaxis CNP le marché relatif à la prestation d'assurance des risques statuaires pour les collectivités et établissements affiliés et non affiliés au CDG 38. Les risques garantis peuvent intégrer une franchise de 30 à 60 jours. La proposition est d'opter pour une franchise de 30 jours et un remboursement des indemnités journalières à 100% sur la base du traitement indiciaire brut des agents, plus la nouvelle bonification indiciaire, plus le supplément familial de traitement. Le taux était jusqu'alors de 7,06 et passera à 8,37 pour une base de cotisation de
783 000 €. La cotisation annuelle passerait donc de 55 000 € de prime en 2022 à 65 500 € pour le nouveau contrat pour les titulaires. Ça, c'est le coût. Voilà, 15 000, ouais, 10 000, pardon, excusez-moi, 8,37%. On passerait de 7,06, excusez-moi, à 8,37. Pour les non-titulaires, la cotisation du nouveau contrat baisserait de 6 195 €, donc 1,05 de cotisation, et 7 257 dans l'ancien contrat, contre 7 257 dans l'ancien contrat, 1,23 du taux de cotise. L'option de remboursement des charges patronales n'était pas retenue jusqu'à ce jour. On peut l'ajouter pour un remboursement entre 10 et 60%, mais elle entraîne une augmentation de la base de calcul et donc de la prime de 20 000 € pour une couverture à 60%. Si on souhaitait, parce qu'aujourd'hui on n'est pas remboursé sur les charges patronales, si demain on souhaitait avoir les charges patronales incluses dans le remboursement, eh bien il nous faudrait rajouter 20 000 € par an pour rembourser 60% de ces charges. Donc au vu de ces éléments, le fait qu'on ait pu regarder aussi l'historique de la collectivité et de son personnel, eh bien il vous est proposé notamment de ne pas retenir cette augmentation de couverture de 20 000 €. Donc, vu la décision d'attribution de la commission d'analyse des offres du CG 38 en date du 13 décembre 2022 au groupement Sofaxis CNP du marché relatif à la prestation d'assurance des risques statuaires pour les collectivités et établissements affiliés et non affiliés au CDG 38, considérant la décision unilatérale de l'assureur précédemment de mettre un terme de manière prématurée au contrat groupe d'assurance statuaire, le CDG 38 a été contraint d'organiser sur un calendrier très serré un appel d'offres afin de proposer une couverture en matière de risque statuaire à compter du 1er janvier 2023. Et donc, sur notre proposition, je vous propose de me poser des questions si vous le souhaitez. Autant dire que ce n'est pas un sujet que je maîtrise parfaitement, comme vous aurez pu le constater. Mais cependant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une franchise de 30 jours en cas d'arrêt maladie, d'une certaine durée quand même, parce que plus de 30 jours, ça convient quand même des arrêts maladie assez importants, et que nous ne sommes pas remboursés. En tout cas, nous ne souhaitons pas être remboursés sur les charges patronales car cela engagerait un coût trop important. Et l'agent, bien évidemment, lui, conserve l'ensemble de ses droits. Donc je vous propose d'acter ce soir l'adhésion au contrat groupe d'assurance statuaire pour 2023-2026 proposé par le CDG 38. Pas de questions? Si, si. C'est juste un petit détail, c'est le remboursement des indemnités journalières. Il part à partir de quand? Un truc que je ne comprends pas. Pour l'agent ou pour la collectivité? Ouais, je pense que c'est pour la collectivité, là, je comprends pas ce truc. Dites-moi d'abord pour l'agent, comme ça me... Alors, il y a le temps de franchise déjà qui est important. Pour l'agent, lui, de toute façon, il a juste sa carence d'une journée. Ça, c'est le droit commun. Et ensuite, pour nous, c'est au bout de 30 jours qu'on arrive au remboursement. D'accord. Voilà. Il fut un temps béni où il n'y a pas de jour de carence. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, délibération 2023-A07, autorisation d'achat de la parcelle AS16 située au Petit Bailly, exactement. Alors, dans son but également, la commune de pouvoir avoir une politique foncière et d'acquisition de foncier sur des belles parcelles, ce qui sera de plus en plus rare, notamment sur la commune historique, sur le périmètre des Abrais stricto sensu, eh bien, il a été demandé, il a été proposé à un propriétaire situé donc route du Petit Bailly. Pour
ceux qui n'arrivent pas à situer, c'est juste en derrière le magasin de jouets et en face de Carrefour, si vous voulez, voilà. Exactement, on rejoint la route de la gare sur le bas. Il lui a donc été faite une proposition d'achat pour la parcelle AS16 qui fait, me semble-t-il, un peu plus de 5000 m², 5500 m², je crois. 5300 m², excusez-moi. Et donc de lui faire une proposition d'achat de cette parcelle à 8 € du mètre carré, soit une valeur de 42 424 € pour les 5303 m². Comme le montant est inférieur à 180 000 €, nous n'avons pas besoin de passer par l'avis de France Domaine. 8 €, pourquoi ce montant-là? C'était le montant historique auquel on achetait les grandes parcelles et les terrains pour le développement communal des communes historiques, excusez-moi, notamment sur Fitilieu, les terrains qu'on a pu et que j'ai pu acheter en étant maire. Des questions par rapport à ce terrain, à ces terrains? Oui, On l'achète parce qu'aujourd'hui, il est à vendre. Et alors, c'est une réponse qui paraît toute bête, mais qui a quand même son importance. Des parcelles de 5000 m², qui d'ailleurs sont dans un conglomérat de plusieurs hectares vierges aujourd'hui, elles vont être de plus en plus rares, elles vont être très rares. Elles touchent et elles bordent également un coin urbain de la commune, qui n'est pas aujourd'hui classé en zone constructible, qui l'était au préalable, qui peut-être dans de lointaines années aura un avenir de ce côté-là. En tout cas, ce n'était pas la volonté de la commune en ce sens-là, mais d'avoir de l'espace vert disponible, et notamment pour le projet de maraîchage qui s'installe un petit peu plus bas sur la commune de Fitilieu, route de la Reverdière. Il y a une finalité qui est d'avoir de la réserve foncière, en effet, pour le maraîchage. Il n'y a pas de... Et là où c'est intéressant justement de me demander des précisions, c'est qu'il faut bien entendre qu'il n'y a pas de volonté pour la commune demain d'acheter du terrain non constructible et de pouvoir se le garder potentiellement constructible pour le prochain PLU. C'est en aucun cas le but. Le but est justement d'avoir une vraie politique d'acquisition foncière sur de l'espace naturel, parce qu'aujourd'hui, ça va devenir une réelle rareté, et si on souhaite pouvoir continuer à avoir de l'attractivité, eh bien il nous faudra protéger ces espaces ou diversifier l'économie dessus, et notamment par le biais du maraîchage communal que nous sommes en train de mettre en place. Donc c'est bien de poser cette question. D'autres questions? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Délibération suivante. Nouvelle dénomination de voies à créer ou modifier. Et on passe la parole pour cette délibération 2023-A08 à Philippe Thiebaud, qui est passionné d'adressage. Voilà, si je ne mets pas le micro, ça ne va pas marcher. Donc, il y a 4 zones, contrairement à ce qui est écrit là. Il doit y avoir 4 rues qu'il faut modifier. Donc, la première, c'est pour la construction, c'est lié à la construction qui vous ai expliqué, d'un ensemble immobilier de 10 logements qui vont être situés en face de la piscine et qui vont remonter le long du étrin. Vous devez avoir un plan dans le... Si tu peux, simplement pour... Voilà. Donc vous voyez où est la piscine. Juste en face, il y a une zone qui est une OAP, donc qui va depuis la rue Aristide Briand jusqu'à la rue Curie. Pierre et Marie Curie. Donc, il y a une petite tout en bas, il va y avoir
un ensemble immobilier comprenant 10 logements intermédiaires avec garage. Bon, il y a un permis de construire, vous avez tous les qui s'inscrit dans le cadre de l'OAP. Alors, cette rue, nous allons la dénommer rue du Nétrin, si vous êtes d'accord, parce que l'objectif ultime, ça sera qu'il y ait une rue qui fasse le long de la parcelle. Alors aujourd'hui, ça ne concerne que la partie du bas, la partie sud, parce que la partie nord, le propriétaire, enfin les propriétaires, je ne sais pas s'il y en a un ou plusieurs, ne veulent pas vendre. Donc nous proposons au conseil municipal, compte tenu de la topographie de la construction future, de l'appeler rue du Nétrin. Rue de Nétrin. C'est rue du ou de? Du Nétrin, c'est mieux. Rue du Nétrin. Du Nétrin. C'est le quartier qui s'appelle le Nétrin. OK. Donc, ce sera rue du Nétrin. Vous allez voir que ça a son importance parce qu'on ne soit pas obligé plus tard de faire une modification. C'est suite à la Poste qui nous l'a signalé, une autre desserte du lotissement qui est 160 route de la Michalière, dans la mesure où il y a 7 habitations, eh bien, on est obligé de lui donner un nom. Donc, le nom, ça serait Impasse Jean Ferrat. C'est ce qu'on propose. Dans la délibération, il faudra le modifier. Ça, c'était pour te faire plaisir, ça. Bon, si vous avez une proposition, vous voyez où elle est? Ça ne serait pas rue, mais ça serait Impasse Jean Ferrat. OK? Rue de la Michalière? Non, rue de la Michalière, c'est pas sur la nationale. La nationale, c'est l'usine de la Miche, enfin une partie de l'usine de la Miche. Voilà. C'est en cœur de village à Fitilieu. Sur cette belle commune de Fitilieu, ex-belle commune de Fitilieu. Ex-belle commune. Belle ex de commune, enfin voilà. Commune de riche. Exactement. Sur le lotissement, voilà, qui était dit lotissement Bolozon. Et donc voilà, il n'y avait pas de nom particulier pour ces 7 lots. Draux. D-R-A-U-X. Et ben on peut le noter pour une prochaine fois avec plaisir. C'est vrai. C'est vrai. Bah, si vous voulez, vous pouvez. Il n'y a aucune formalité qui a été engagée. Hein, si vous pouvez l'appeler. Bah, disons que voilà, il va y avoir une multitude de noms de personnes. C'est un choix à avoir. Pourquoi pas, si vous souhaitez qu'on l'appelle... Tu vois une objection, toi? Moi, aucune objection. Hein. Ce qu'on l'appelle, en effet, Henri Drault, quelqu'un qui a œuvré... ouais, je pense que ça va être compliqué de retrouver. Ouais, non. Henri Drault, donc, qui a été quelqu'un qui a fait tous les éléments qu'on peut retrouver à la fête de la batteuse, qui a fait le petit train, qui a fait l'hôtel dans l'église de Fitilieu, le tabernacle également, mais enfin bon, plein d'autres choses, notamment le manège tournant aussi à l'époque, et plein d'autres trucs, donc pourquoi pas, si vous le souhaitez, ça sera avec plaisir. Comment il s'appelle? Henri Drault, D-R-A-U-X. Bon, bah si le conseil municipal le souhaite, alors, et que la famille, il y a des héritiers? Non. Des ayants droit ou... Bah, il doit y en avoir, mais en tout cas, il n'y a pas de filiation directe. Au pire, on a un recours. D-R-A-U-X. Drault. Henri. Donc il faudra me trouver la date de naissance, date de décès, et l'activité. Qu'est-ce qu'il faisait comme... à quel titre? Qu'est-ce qu'elle a dit? Artiste. Non, mais c'est vrai que... Personnalité locale, on peut mettre. Oui, personnalité locale.
Après, c'est vrai que bon, il a quand même, oui, il y aura peut-être quelque chose à mettre pour que les gens sachent. Non, mais on le met sur la plaque. Oui, sur la plaque, non, mais tout à fait. Mais c'est vrai que le côté, il y avait ce côté artiste prononcé, notamment pour les personnages de Mickey. Bon, très bien. Ok. Qui s'oppose, qui s'abstient? Attends, j'ai pas fini. Là. Ah, pardon. Il y en a deux autres. Ouh là là. Alors là, c'est une rectification, une erreur pour l'impasse de la Roseraie en face Carrefour. Il est proposé de valider la dénomination de voie impasse de la Roseraie en lieu et place de impasse du Clos de la Roseraie. Donc c'était à la demande. Apparemment, on s'est trompé. Ce Clos de la Roseraie, c'était le nom du clos. Et on l'a repris dans le nom de l'impasse. Alors que c'est l'impasse de la Roseraie sur lequel il y a le Clos de la Roseraie. Alors, ils ont souhaité qu'on en revienne à ce qui avait été décidé préalablement, parce que c'est trop long. Impasse du Clos de la Roseraie. Il faut le valider, la dénomination de voie impasse de la Roseraie. C'est simplement un délai technique. Et je crois il faut qu'on rajoute, alors pour les étraits à... Rappelle-moi, parce que je n'ai pas eu le... Alors les étraits à l'Abbatie-Divisin, c'est là où il y a la petite zone artisanale. On a oublié, alors ça c'est de la faute de notre faute à nous, on a oublié de mettre impasse des étraits. Apparemment, ça pose un problème parce qu'elle n'avait pas de nom de rue. Alors ça va les faciliter, comme ça ils sont bien repérés, et surtout qu'il y a des entreprises. Alors ils ont plutôt intérêt à avoir une dénomination qui est très claire pour des raisons informatiques et de poste. Donc il vous est proposé de rajouter dans la délibération l'impasse des étraits, ce qui nous ferait donc 4, excusez-moi, nouveaux noms à importer, avec la rue donc du Nétrin, la rue Henri Drault, l'impasse Henri, alors rue du Nétrin, impasse Henri Drault, impasse de la Roseraie et enfin impasse des Étraits. Je crois qu'il y a une autre erreur. Christophe, il me semble que tu m'avais dit un jour que, pareil, sur le village là-bas, c'est la route de Recoin. Et... Prends le micro, Christophe, s'il te plaît. Le micro, Christophe. Et appuie sur le bouton. Oui, il y avait une erreur. La continuité de la rue, au départ, c'est rue de Recoin, et la nouvelle adresse, chez nous, ils ont marqué rue du Recoin. Donc je ne sais pas si ça pose problème. Le passage de 2 à 10. Je pense pas que ça... Disons qu'en fait, c'était l'impasse de Recoin a été renommée rue du Recoin, alors que c'était rue de Recoin. Oui, mais donc, qu'est-ce qui est marqué comme la rue, c'est rue de Recoin, et où ça a été changé, ils ont marqué rue du Recoin, au lieu de remarquer rue de Recoin. C'est simplement de ou du. Quoi. On vérifiera s'il faut. Ouais. Alors si dans la délibération on a écrit du Recoin, il faudra qu'on reprenne une délibération pour nommer 2 recoins, hein, comme c'était avant, ou alors c'est juste que erreur de frappe et basta. Tout à fait. Alors, on a délibéré, oui, hein. Qui s'oppose, qui s'abstient sur la nomination de ces 4 rues, rue du Nétrin, impasse Jean Ferrat, impasse de la Roseraie, impasse Henri Drault, impasse de la Roseraie, donc on a délibéré, voilà. Et ainsi que l'impasse des Étraits, qui s'oppose, qui s'abstient, merci à vous. Délibération 2023 A09, demande de dissolution du CIVU du gymnase du collège Marcel Bouvier. Comme vous le savez, la commune a engagé un plan d'acquisition volontariste
envers le gymnase du collège Marcel Bouvier. Étant la commune des Abreuils en Dauphiné, étant aujourd'hui adhérente à ce syndicat intercommunal à vocation unique, eh bien, elle doit prendre une délibération, comme toutes les autres communes adhérentes à ce CIVU, pour demander la dissolution du CIVU du gymnase du collège Marcel Bouvier, gymnase du Colombier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette demande qui est purement administrative, hein? Toutes les communes vont demander la dissolution. À partir de là, le CIVU actera, la préfecture actera, et donc, dans un second temps, l'équipement sera rétrocédé par le bureau du CIVU à la collectivité qui en a fait la demande, soit les Abreuils en Dauphiné. Pas de questions. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Demande de subvention 2023 à 10 et on laisse la parole à Ludovic le prêtre. Donc il est proposé d'attribuer pour les associations suivantes dont les résultats sportifs ont été remarquables: le club de triathlon, une championne de France universitaire en duathlon, le club de tennis de table pour ces champions de France en sport adapté, en masculin et féminine moins de 15 ans, et le club, le CFB, les Abreuils-Romagneux pour ces championnes de France, une double championne de France en combiné et en simple, et une championne de France en moins de 18 en combiné, et aussi une jeune qui a remporté la Coupe de France. Il conviendra également de régulariser une subvention non versée à la DMR de Hausse, car suite à une mauvaise compréhension, elle a été versée par erreur au SIAD d'Hausse. Et une subvention également pour régulariser la réactivité du club de boules de Fitilieu sur des travaux au niveau des infrastructures dont la mairie ne pouvait pas faire tout de suite. Et ils en avaient besoin, donc pour un montant de 850 €. Donc, qui correspond au montant de la facture des travaux. Voilà, donc les subventions qui ont été attribuées sur les 3 premiers éléments, on a dit aux associations qui ont eu des belles réussites sportives, donc notamment le championnat de France avec donc, le tri-bike, le triathlon de la commune, les Abreuils en Dauphiné, le tennis de table et le centre de formation Boulis-Abreuils-Romagneux, la régulation de la DMR d'Ost et puis le remboursement des travaux qui a été pris en charge par la boule Fitiliard et donc remboursé sur facture via évidemment une subvention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'en aurais une. Ça s'inscrit dans le cadre des subventions qu'ils ont déjà ou c'est une subvention? C'est une subvention supplémentaire, c'est-à-dire qu'elles vont être supplémentaires au budget global de... Non, elles seront au budget global, elles seront comprises dedans. D'accord. Je ferai en sorte. Ok. Oui, dans le but d'avoir un travail notamment sur les subventions et sur le fléchage des subventions, et notamment aux équipes sportives, une partie de l'enveloppe complète des subventions sera attachée à des résultats, et donc des résultats soit par équipe, soit en individuel, mais toujours dans l'enveloppe existante et allouée habituellement. Qui s'oppose, qui s'abstient, on a déjà dit, je vous remercie. Et nous allons pouvoir passer tout de suite aux questions diverses. Oui, bien sûr, madame. Prends le micro, s'il te plaît. Appuyez sur le... Simplement signaler qu'au niveau de l'erreur qui est signalée pour le SIAD, ce n'est pas une erreur. On verse bien tout le temps au SIAD. Ils ont des personnes... Oui, non, mais le SIAD, il aura toujours sa subvention. Avec les ADMR d'os, quand
les ADMR DOS, ça avait été attribué au CIAD. Et le CIAD touche bien Le CIAD touche bien une subvention, hein, elle ne le sera pas. D'accord. Donc Voilà. alors, c'est Il y a l'ADMR et le CIAD de CIAD. fait, sauf que dans le fléchage, il a fallu qu'on fasse une bascule distincte qui ont toutes les deux 750 €. Merci. Exact. Prends le micro, s'il te plaît. Problème de voix, problème de... En ce qui concerne les subventions des ADMR et du CIAD, par exemple, on peut donner une explication que les subventions sont versées proportionnellement au nombre de bénéficiaires de l'année précédente. De la commune. Oui, de la commune, oui. Oui, en effet. Pour être plus juste et plus clair. Bon, puis il y a un gros travail hein, qui a été attaqué sur l'ensemble des subventions pour toutes les associations communales. Questions diverses. Donc, je voudrais rappeler à tout le monde que... Ah, bon, alors je suis désolé, Monsieur Fugier. Donc sur l'attribution de ces subventions, Championnat de France, tennis de tri-bike, tennis de table, CFB Les Abrais à hauteur de 750 €, de l'ADMR DOS pour la régularisation à hauteur de 750 €, ainsi qu'à la boule futiillarde pour 850 €. Qui s'oppose, qui s'abstient? Je vous remercie. Et nous allons donc pouvoir passer aux questions diverses. Monsieur Fugier. Donc je rappelle à tout le monde que la commune organise cette année le comice agricole, que nous avons eu une première réunion générale d'information à l'ensemble de la population jeudi dernier, le 26. Donc on a eu un franc succès lors de cette réunion où on a reçu environ 100 personnes qui ont commencé à composer les commissions pour l'organisation du comice. On a encore besoin de monde, donc il faut repasser les infos au niveau de la population. Si des élus veulent venir s'investir, sachant que nombreux sont ceux qui sont déjà venus. Donc la porte est ouverte et vous pouvez contacter les 3 coprésidents, c'est-à-dire Hervé Clavel, Marie-Christine Perrault et André Justet, et moi-même au titre du secrétaire du comité d'organisation et d'autres élus qui appartiennent, qui sont référents sur des commissions, notamment Philippe Thiebaud et Ludovic Leprêtre comme trésorier et responsable de la commission finance, comme Franck Chevalet en tant que responsable de la commission décoration des routes, et plein d'autres. Donc je vous invite à nous rejoindre. Merci. Voilà, donc il y aura besoin de bénévoles pour cette organisation qui va se dérouler le 26 août pour ce qui est le concours de la bourre et le 2 et 3 septembre pour ce qu'il y est du comice. D'autres questions? Un petit point sur les différents reportages qu'on a eu par rapport à la route. Voilà, vous avez vu, enfin, c'est l'interdiction des poids lourds, excusez-moi. On n'a aujourd'hui pas encore eu de renouvelle de l'État ni du département suite à nos nombreuses sollicitations. Donc on est toujours dans l'attente, hein, vu qu'il y avait un peu de latence quant aux réponses à la question qu'avaient posée les communes de Chirins, Montferrat, Charancieux et Les Abrais. Il semblait pertinent de faire une petite piqûre de rappel auprès des services de l'État qui reviendront sans doute vers nous bientôt. Eh bien écoutez, messieurs, dames, je vous remercie. Bonne soirée.